Bonjour à tous. Nous n'allons pas tarder à démarrer l'atelier sur savoir répondre aux idées reçues sur la méthanisation. On va laisser le temps à nos intervenants de terminer de s'installer. Donc on va démarrer avec un tout petit peu de retard. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer par un tour de table. Je vais me présenter. Je serai l'animatrice de cette table ronde. Je m'appelle Bénédicte Allard et je suis déléguée territoriale chez GRDF. Qui est également membre du Corbi et organisateur de cet événement aujourd'hui autour de la méthanisation. Donc je vais laisser la parole aux différents intervenants qui vont se présenter. Bonjour, je suis Marie Décima, donc chargée de mission au CERD. Le CERD, c'est le Centre Ressources du Développement Durable. C'est un groupement d'intérêt public État-Région Hauts-de-France. On a été créé pour promouvoir le développement durable en Nord-Pas-de-Calais au départ et en Hauts-de-France et dans les territoires de Hauts-de-France. Alors on travaille sur plusieurs sujets, l'alimentation durable, on a un pôle climat et on travaille sur le dialogue territorial et la méthanisation parce que on a travaillé sur des projets de tram verte et bleu à une époque avec des contextes de conflit. On a développé cette technique du processus de dialogue territorial et quand les projets de méthanisation rencontraient des contextes de conflit, on nous a interpellés pour voir comment adapter ce processus de dialogue territorial sur des projets de méthanisation agricole en particulier. Oui, bonjour, je suis Thierry Dereau, je suis président de la fédération FNE, France Nature Environnement Hauts-de-France, aussi administrateur de France Nature Environnement au niveau national. Aujourd'hui, c'est promouvoir aussi un outil que nous avons réalisé depuis un an, qui s'appelle Métascope, qui est un outil d'accompagnement des projets de méthanisation et surtout de les cadrer. C'est aussi dire que les associations peuvent participer au montage de ces projets de réflexion et d'essayer d'enlever tout ce qui peut être autour d'informations qui ne sont pas toujours exactes. Bonjour, donc je suis Guilain Masco, donc je représente le Conseil économique, social et environnemental qui travaille sur différents sujets dont c'est... Alors en fait, je me permets de m'avancer, c'est-à-dire que nous on ne s'entend pas très bien, donc ne soyez pas troublés par le fait que je bouge un peu, c'est pour mieux entendre les intervenants. Casque oui. Voilà, donc je disais donc Guilain Masco, donc je travaille au Conseil économique, social et environnemental qui travaille actuellement sur l'acceptabilité justement sociétale des projets d'énergie verte, dont la méthanisation et également d'autres énergies, pour voir finalement quels pourraient être les points de blocage ou parfois les idées reçues ou les désinformations reçues, que ce soit par les élus, qui parfois ont du mal c'est vrai, à avoir la vraie information, l'information et les faits réels pour pouvoir prendre des décisions. Donc on est en train de travailler depuis plusieurs mois là-dessus. Donc j'interviendrai sur ce sujet. Bonjour, moi je suis Stéphane Brabant, agriculteur et porteur d'un projet d'unité de méthanisation à Manchecourt entre Doue et Cambrai dans le département du Nord. Donc méthanisation en injection directe dans le réseau GRDF. Donc merci à tous. L'objet de cette table ronde, c'est bien de parler des idées reçues sur la méthanisation. C'est pas forcément aujourd'hui de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. C'est pas les 100 vrais faux sur la méthanisation, etc. Mais on est plutôt sur un travail qui doit se passer en amont pour éviter justement d'arriver à avoir des idées reçues sur la méthanisation. C'est un peu tout l'objet. D'où l'intérêt du travail qui a été mené par le CERD dans le cadre de tout ce qui a été mis en place autour du dialogue territorial. Donc je vais laisser Marie prendre la parole et nous expliquer un petit peu ce qui a pu être fait, mis en place et quelle méthodologie est proposée aujourd'hui aux porteurs de projets de manière à ce que leur projet justement puisse être le mieux intégré possible aux territoires dans lesquels ils s'implantent. Merci. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que le dialogue territorial, dans le sens où c'est pas parler, dialoguer, j'insiste, hein, je vais préciser ce que c'est, et c'est pas non plus communiquer. En réalité, quand on démarre, quand on parle du dialogue territorial, on dit souvent vous avez si on s'adresse même à des agriculteurs, vous avez trois possibilités, trois scénarios. Soit vous imposez votre projet, et là vous faites le projet, vous êtes assuré d'avoir des oppositions. Soit vous argumentez en disant mon projet est bien, donc acceptez-le. Et là, ce que vous risquez, c'est que votre projet soit accepté finalement
Mais le jour où il y a un problème, les gens s'opposent finalement à vous parce qu'ils se sentent leurrés. Et puis, il y a une troisième solution que nous, on préconise, qui est de dialoguer en associant les riverains, les personnes, et dans le but de créer un climat de confiance. Et ce climat de confiance peut être créé parce qu'à un moment, vous avez respecté les expressions, les besoins des uns et des autres. Alors quand on parle de dialogue territorial, c'est souvent des médiateurs qui interviennent parce que ça a été créé dans des contextes de conflit. Et ça s'est inspiré, en fait, finalement, des méthodes de négociation dans les contextes de conflits internationaux qu'on peut connaître. Et donc, voilà, c'est vraiment un processus. C'est pas je vais discuter avec mon voisin, c'est un processus précis. Je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et donc, pour créer une relation de confiance, ça implique d'avoir une compréhension mutuelle. C'est-à-dire quand un habitant s'oppose, il a une idée derrière la tête, il a une incompréhension, et c'est d'amener déjà à comprendre qu'il puisse avoir une incompréhension et ensuite de pouvoir y répondre. Donc c'est créer des conditions d'expression et d'écoute. Créer ces conditions-là, ça se fait pas forcément en vis-à-vis, ça doit se faire dans un contexte peut-être d'espace de dialogue ou ça se fait ou lors d'une visite. Ce qui est intéressant pour nous dans le processus de dialogue territorial, c'est qu'il respecte des cadres. C'est-à-dire, soit il y a des cadres législatifs. Dans le cas de la méthanisation, il y a un cadre important, c'est que quand même le décideur final, c'est l'agriculteur. C'est lui qui a investi, donc c'est important dès le départ de dire voilà, le cadre, c'est celui-là. Et ensuite, ça se rapproche beaucoup finalement des démarches de négociation. Donc, ce n'est pas une recette toute faite. Mais un processus à adapter. On a accompagné 2 projets de méthanisation agricole. Dans le premier projet, l'agriculteur avait envie spontanément d'échanger avec ses voisins. Donc on a préconisé avec lui de rencontrer finalement ses voisins, de parler avec eux en vis-à-vis. On l'a préparé, on l'a coaché parce qu'il y a une posture d'écoute importante à avoir. Et puis l'autre projet, c'était plus un groupe d'agriculteurs et là, ils avaient plus envie de créer un espace avec 8 personnes du village et d'échanger avec ces 8 personnes. Je rentrerai plus dans le détail tout à l'heure. Mais vous voyez bien que là, la première proposition, c'était pas de faire un débat public, parce que le débat public, c'est mettre en situation ping-pong entre des agriculteurs et des riverains. Donc ça, voilà, le processus de dialogue territorial veut un dialogue, veut pas un effet ping-pong, veut pas un effet noir ou blanc. Enfin voilà, c'est pas du tout l'objectif. Quand on dit que ce n'est pas communiquer, c'est que communiquer, c'est souvent argumenter, montrer. Dialoguer, c'est vraiment l'idée d'être plus dans l'écoute. On dit dialoguer, mais c'est vraiment être en posture d'écoute des besoins. Et souvent, on dit que le conflit naît quand quelque chose n'a pas été entendu. Donc vraiment, c'est créer ce climat de confiance parce qu'à un moment, vous êtes à l'écoute des expressions, des peurs des uns et des autres. Donc c'est surtout pas convaincre. Alors là, je vais me préciser sur la méthanisation. Donc j'ai travaillé sur ce sujet, sur la trame verte et bleue, sur l'eau et le bio. Et là, sur la méthanisation agricole, chaque fois, on applique le processus au contexte. Là, le contexte de la méthanisation agricole, la spécificité, c'est que l'agriculteur n'est pas obligé de parler de son projet quelque part. C'est un projet privé, donc il a le droit de ne pas le dire. De ne pas dire aux habitants, je fais une unité de méthanisation. Dans la législation, il peut, comme si, imaginez-vous, on vous dit, demain, vous construisez une maison, vous devez en parler à tout le village. Ben non. Donc l'agriculteur est dans cette situation-là. Donc lui, il se retrouve déjà dans la situation de devoir parler d'un projet. Voilà, c'est pas logique pour lui. Et la deuxième spécificité, c'est que finalement, quand il monte un projet, il se retrouve lui dans le contexte de la commune où, alors certains agriculteurs nous ont expliqué, quand je emmène mes enfants à l'école, je me fais engueuler par mes voisins. Quand je vais au marché de Noël avec mes filles, je me fais interpeller de partout, j'ose plus sortir. Donc c'est ce qui nous a fait nous travailler sur le sujet, c'est qu'un industriel, il habite pas le village, donc il s'en moque, il fait son projet, si ça se passe pas bien, là on est dans un contexte où nous, on nous a interpellés parce que ce qu'on veut, quelque part, c'est qu'il reste une relation de confiance sur le projet entre l'agriculteur, le porteur de projet et le lieu où il vit, avec les gens avec lesquels il vit, avec qui il fait communauté. Donc pourquoi, finalement, on a analysé avec des sociologues qu'est-ce qui se passait quand les gens s'opposaient.
En gros, ce qui se passe, c'est que c'est pour tout le monde, hein, si je vous parle d'araignées ou de phobie, en fait, finalement, les habitants, quand ils se renseignent, ou même aujourd'hui avec les forces d'opposition, on leur raconte tout de suite des histoires incroyables sur la méthanisation qui font peur. Donc ils ont une vision de la méthanisation qui est fantasmée. Et donc une perception fantasmée. Et une fois que vous avez une vision fantasmée de quelque chose, vous faire revenir à la réalité, c'est très très difficile. C'est presque impossible. Vous allez toujours avoir dans l'idée qu'il va y avoir 1000 camions, même si un agriculteur vous dit c'est pas vrai, il y aura toujours cette idée fantasmée. Et donc nous, ce qu'on a préconisé, c'est de dire déjà évitons ça. Donc si vous avez un projet de méthanisation, d'abord faites en sorte que la moindre personne qui se pose une question, elle ait tout de suite la réponse auprès de vous, agriculteurs, parce que ce sera la réponse la plus proche de la réalité. Donc il y a plein de techniques pour ça. C'est juste, vous dites ça. Donc c'est mettre peut-être votre numéro de téléphone à la mairie, c'est de dire surtout venez me voir. Si vous avez des questions, venez me voir, je vous fais visiter. Il faut vraiment que les questions qui se posent soient au plus proche de la réalité des réponses. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Et surtout, là, est-ce que je peux me permettre de faire le lien justement, Marie, avec, comme tu le disais très justement, au niveau de la méthanisation, l'humain est un facteur aussi qui est très très important. La compréhension commune et partagée est aussi quelque chose de très important. Donc je vais faire le lien avec Monsieur Dereau et France Nature Environnement, puisque l'association a mis en place un outil, une grille de lecture, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, très objective en fait, qui permet d'évaluer conjointement les projets de manière à ce qu'ils soient partagés par le plus grand nombre sur un même territoire. Donc là, je vais vous laisser expliquer un peu ce dont il s'agit et comment vous l'avez mis en œuvre. Oui, d'abord, il faut dire que la France Nature Environnement, c'est 850 000 membres répartis entre la métropole et l'outre-mer, 3500 associations. Et nous avions voulu, et moi je représente en même temps la Fédération des Hauts-de-France, dès 2012, des projets de méthanisation plus importants paraissaient, et puis on sentait ça ne se passait pas toujours comme il fallait, une mauvaise compréhension, tout en sachant que pour nous, la méthanisation est un des leviers de la loi de transition énergétique. C'est-à-dire qu'au niveau des énergies renouvelables, je vais éviter de dire, mais ça peut permettre effectivement de valoriser cette énergie et de pouvoir peu à peu quitter tout ce qui est carboné et travailler ensemble. De là, on a créé un outil qui s'appelle Metascope, que j'ai là sur la table et qui est disponible sur notre site là-bas au fond. Cet outil, c'est plus d'1 an de travail. C'est plus d'1 an de travail à la fois avec les réseaux de France Nature Environnement, agriculture, déchets, énergie, permettre de bien comprendre ces enjeux et en même temps avec des partenaires comme l'ADEME, comme partager avec l'INRA pour affiner toutes ces positions pour éviter de raconter entre guillemets des bêtises. Parce que c'est très important. Cet outil permet aussi de stratifier les étapes à franchir, le côté réglementaire des choses, parce que ça repose aussi sur une réglementation sévère, et comment suivre. Donc le souhait pour France Nature Environnement, c'est d'être quelque part vis-à-vis des structures associatives. Nous, on va de Château-Thierry jusqu'à Dunkerque en termes d'association. Donc on traverse toute la région. Et ça permet à chacun, moi j'ai un appel de tel ou tel président, membre associatif, on dit moi j'ai des doutes actuellement sur un projet qui se monte à côté de chez moi, qu'est-ce que vous en pensez? L'avantage aussi c'est de participer à des réunions, puisque je suis aussi membre du Corby, de partager avec le CERD sa volonté de communication, de relever à des endroits où il y a des difficultés spécifiques, et cela arrive, souvent lié à une mauvaise compréhension des sujets. Et je dirais une petite parenthèse, on est aussi dans des périodes régulièrement préélectorales où, certains sujets sortent comme par hasard et c'est difficile pour un agriculteur, pour un élu, de comprendre ce qui se passe et puis d'essayer de ne pas être tout seul en particulier. Donc l'outil lui permet à l'élu, parce que c'est aussi à destination des élus comme des agriculteurs,
de lui permettre d'avoir cette compréhension qu'il n'a peut-être pas raison, l'opposition. Après, on sait très bien que le milieu agricole est un milieu assez taiseux, que certains élus diront reste tranquille dans ton coin, monte ton projet. Et c'est la complexité de la chose, je dirais. Parce que le jour, il paraît, réunion publique par réunion publique, tout ça c'est compliqué. Mais en même temps, on est prêt, nous, comme le CERD, à participer, à dire voilà ce qu'on fait, voilà les raisonnements qui nous lient par rapport à ce projet très important pour cette région. Oui. Donc quand on vous entend, on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin de transparence le plus grand possible à mettre en place au niveau du territoire. Donc ça c'est aussi vrai au niveau des élus, que des riverains, que de la collectivité en général. Et malgré toutes les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en œuvre aujourd'hui, ces méthodologies, ces outils se retrouvent néanmoins confrontés à la réalité qui est la nôtre aujourd'hui dans les Hauts-de-France. C'est que quand il y a un projet qui s'implante, bien souvent il rencontre des difficultés, pour ne pas dire des opposants farouches. Tout à fait. Et là, je vais me permettre de laisser Monsieur Brabant témoigner, puisque Monsieur Brabant est porteur de projet, qu'il a un projet aujourd'hui qui est actuellement en cours sur Monchecourt, et je vais lui laisser un petit peu expliquer quel a été ce cheminement de son projet et s'il veut bien nous dire où il en est aujourd'hui. Donc nous, on a un projet qui a démarré, ça fait 10 ans qu'on parlait de méthanisation, mais la cogénération nous intéressait pas trop parce qu'on perdait grosso modo la moitié de l'énergie en chaleur qu'on savait pas valoriser. Et quand la possibilité d'injecter dans le réseau GRDF nous a été donnée, là on a dit on y va, on fonce. Pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on a une fibre écologique et on s'est dit si on développe nos exploitations avec en plus un projet environnemental, ça peut être sympa. 2, il faut qu'on pérennise nos exploitations. On est 6 associés sur la méthanisation, dont 3 qui ont 30 ans et 25 ans. Donc il faut voir à long terme au niveau de nos projets. Et puis, on a dit on se lance dans la méthanisation, c'est quelque chose qui nous semble bien. Et on avait 2 options au départ. La première option, c'était de dire on communique pas du tout, comme disait un peu M. Dereux. On communique pas du tout, on monte tout le projet, etc. Et puis les habitants, le maire, etc. l'apprendra quand on déposera le permis de construire. C'était la première position, c'est ce qui se faisait généralement sur les projets dans la région. Et puis ça se passait mal au final, parce que quand tout le monde l'apprenait, c'était un vrai tollé. Deuxième position, c'était de se dire on va discuter avec tout le monde et on va présenter notre projet et puis normalement ça va bien se passer. Donc on a commencé en mars 2018. Les premiers qu'on est allé voir, c'est la communauté de communes. On allait les voir le responsable environnement de la communauté de communes et puis s'est joint à lui le responsable du SCOT du Douaisis. Et nous, on arrive avec tous nos documents pour les convaincre. Et quand on s'est mis à table en phase 2, on s'est aperçu qu'ils avaient les mêmes documents que nous pour nous convaincre de faire un projet de méthanisation. On s'est dit déjà la réunion elle commence bien, on part sur de bonnes bases. Donc on les a vus tous les deux, ils nous ont expliqué que c'était bien pour le territoire, etc. La gestion des déchets, développement de l'agriculture, production d'une énergie verte, etc. Ils étaient convaincus, nous on était convaincus, donc tout allait bien. De là, on est allé voir monsieur le maire de notre commune. Et on lui a expliqué aussi notre projet qui semblait intéressant pour la commune avec toutes les réserves qu'il émettait par rapport à l'intégration, notamment l'intégration paysagère et l'intégration par rapport à l'urbanisme de la commune. A précisé que notre maire de commune est aussi vice-président de l'environnement de la communauté de communes, donc il savait aussi de quoi on parlait. Donc tout s'est bien passé. Ensuite, on a réuni les agriculteurs des communes avoisinantes par rapport au projet, donc les productions de cives, mais aussi par rapport au digesta. Et en fait, là aussi, on a été étonnés parce que les agriculteurs avaient entendu parler de digesta et savaient qu'ils connaissaient la valeur agronomique du digesta. Et en fait, ils nous ont tous demandé à pouvoir mettre du digesta dans leurs champs, notamment les agriculteurs bio des alentours, parce que en fait, en agriculture bio, c'est très compliqué d'avoir des fertilisants pour les cultures, et on a besoin de donner à manger aux cultures. Les cultures, c'est comme nous, les cultures, elles mangent comme nous pour se développer. Donc en agriculture bio, les engrais coûtent 4 à 5 fois le prix d'un engrais qu'on utilise en agriculture conventionnelle, alors que c'est quasiment les mêmes en fait. Et là, en agriculture bio, quand ils vont utiliser du digesta, grosso modo, ça va coûter le prix de l'épandage et ça va rien coûter d'autre. Donc ils sont enchantés de pouvoir développer leur agriculture bio grâce à ça. Et puis c'est aussi une priorité de la communauté de communes autour, donc tout le monde était d'accord.
Grosso modo, sur le plan d'épandage où on devait avoir normalement pour notre méthanisation 1000 à 1100 hectares, on se retrouve avec 2000 hectares de plan d'épandage parce que tout le monde nous a demandé des hectares. Donc, sachant qu'en vrai, on a besoin de 400 hectares, mais au moins on partagera le digestat. Donc ça s'est bien passé, réunion avec les agriculteurs. Au mois de janvier de l'année dernière, on a fait une réunion avec les élus, on a invité les élus des 8 communes avoisinantes qui étaient concernées par le plan d'épandage. On a eu une 60aine de personnes dans la salle, élus et journalistes. Là aussi, ça s'est bien passé. On a bien expliqué le projet, on a écouté les questions, on a essayé d'y répondre. Et suite à cette réunion-là, il y a des habitants de la commune et les voisins qui nous ont demandé aussi d'être informés du projet. Donc on a refait une réunion le 23 février, là avec plutôt les citoyens de la commune et tous les gens qui pouvaient être intéressés. Il y avait la presse aussi et GRDF était présent, ainsi que je pense que Thomas de la Chambre d'agriculture était présent aussi. On a répondu aux questions, tout s'est bien passé, ça s'est terminé sous les applaudissements, la réunion, et puis tout le monde est reparti de son côté. Donc jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. À préciser qu'on a fait des portes ouvertes, tous les ans on fait des portes ouvertes sur nos exploitations. Donc en août 2018 ou le 2019, on a fait un stand de méthanisation sur nos portes ouvertes où les gens pouvaient poser leurs questions. On avait même la maquette de GRDF qui est là-bas, qui était chez nous. Pas de problème particulier. Et puis on a créé un site internet qui s'appelle biostrovent.fr et on a déposé le permis de construire et le dossier ICPE concomitamment le 20 juin 2019 en mairie, puisqu'on doit les déposer le même jour. Et qui dit ICPE, donc là aussi on a devancé notre développement de méthanisation. Il y a beaucoup de projets qui se sont faits sans ICPE. Nous, on a dit, comme on sait qu'il va se développer jusqu'à 300 normes au mètre cube, on fait tout de suite l'ICPE, on sera tranquille et au moins on est vraiment dans les clous pour tout ce qui peut arriver sur notre méta. Et qui dit ICPE dit consultation du public et consultation de la mairie. Et donc affichage sur le site de méthanisation et affichage en mairie du dossier ICPE. Et une semaine après l'affichage, on a vu fleurir sur tous les panneaux stop de la commune le document de la préfecture indiquant qu'il y avait une consultation des publics alors que l'affichage réglementaire c'était sur le site en mairie. Et on a vu fleurir ça partout et puis ça a commencé à monter. Il y a eu 2 tracts anonymes qui ont été disposés dans toutes les boîtes aux lettres de la commune en disant grosso modo on va polluer le village, l'école va exploser, on va mettre des carcasses de vaches, des produits carnés, enfin tout le bazar. Tous les éléments qui étaient faux, puis en plus c'est des questions auxquelles on avait déjà répondu avant. Bref, monsieur le maire, face à cette inquiétude-là, parce que tous les gens qui s'en foutaient un peu de la méthanisation dans la commune ou qui n'en avaient pas entendu parler, ont vu ça et puis ils sont affolés, c'est normal. Si on affiche ça dans la commune, c'est normal que tout le monde s'affole. Monsieur le maire nous invite à répondre à toutes les questions du conseil municipal le 23 octobre. En nous disant vous venez à 2 et les opposants seront à 2 en face de vous. Et là, en fait, on est tombé sur 2 personnes qui ont critiqué la méta, mais avec des infos, des fake news, etc., auxquelles nous, on avait beau essayer de répondre, mais à chaque fois qu'on répondait, c'était faux. Et ça déstabilisait aussi le conseil municipal qui devait voter, prendre une position pour l'ICPE en disant, grosso modo, êtes-vous pour ou contre la méthanisation sur votre commune. C'est un avis consultatif à donner. En même temps, les opposants ont organisé une manifestation le jour du conseil municipal devant la mairie. Et nous, on a organisé avec tous les agriculteurs locaux une contre-manifestation en disant on ne vient pas faire une manifestation en disant qu'on est contre quelque chose, mais on vient faire une manifestation en disant qu'on est pour l'agriculture et contre l'agribashing et les fausses informations. Et bon, eux étaient entre 15 et 20 et nous on était une 50aine de tracteurs et on a organisé un barbecue, tout ça. Bon, ça a été dans la bonne ambiance, sauf que nos détracteurs en fait ils étaient vraiment dans une violence de parole puisque leurs arguments ne tenaient pas la route face à ceux qui étaient déjà renseignés sur la méthanisation et qui avaient un peu de réflexion dessus. Bref, le conseil municipal, et en plus il y avait France 3, il y avait la Voix du Nord, enfin il y a toute la presse qui était là. Le conseil municipal a dit qu'il était contre le projet de méthanisation, à 18 voix contre 5 pour, ce qui était un avis consultatif, donc qui va ensuite être transmis au préfet pour le dossier ICPE qui est en train d'être étudié actuellement. De ce fait-là, derrière, ça s'est un peu enflammé sur les réseaux sociaux à cause d'un collectif qui s'est formé, qui s'appelle le collectif ADEME. Alors c'est l'ADEME sans le E, c'est l'Association de défense de l'environnement de Monchecourt, notre commune, qui publie, alors vous voyez toujours les personnages avec les masques à gaz et tout le bazar, donc classique dans les projets de méthanisation, où les mêmes fake news qui sont un peu diffusées partout sont rediffusées sur ce site. Et alors, c'est quelque chose qui ne nous empêche pas d'avancer dans le projet, mais qui nous déstabilise un peu en disant on a essayé de communiquer beaucoup pendant 2 ans, tout s'est bien passé pendant 2 ans, et c'est quelques personnes, parce que sur la commune ça représente 3 à 4 personnes, ces personnes qui alimentent ce collectif,
essaye de déstabiliser, désinformer tous les habitants de la commune en leur faisant croire à des peurs pas possibles, des explosions d'écoles, des milliers de véhicules, on en parlait tout à l'heure, des centaines de véhicules, j'ai entendu encore hier dans la commune, etc. On a beau expliquer que c'est 3 véhicules entrant, 3 véhicules sortant en moyenne par jour. De toute façon, en tant que porteur de projet, on raconte toujours des bêtises et on n'est pas crédible. Et donc aujourd'hui, on a affiché hier soir le permis de construire sur le site, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça va peut-être s'enflammer un petit peu, j'espère pas trop. Aujourd'hui, la vraie problématique pour nous, pour porteurs de projet, on est entouré par le CERD, on est entouré aujourd'hui par France Nature Environnement, on est bien entouré aussi par GRDF, etc. On a l'impression de faire quelque chose d'écologique, mais c'est vrai que depuis 1 mois et demi, on a des doutes, on se dit mais mince, est-ce qu'on fait quelque chose de mal, est-ce qu'on est des méchants dans la commune? Nous, on a l'impression de faire de l'écologie, du développement agricole, de l'économie circulaire, etc. Puisqu'on fait aussi de la vente directe. Donc, et puis d'un seul coup, on se dit mince, peut-être qu'on est vraiment mauvais et puis on fait du mal. Et la mairie, qui était un peu les élus, ont été vraiment déstabilisés aussi parce qu'ils ne savaient plus quoi répondre. Parce que quand les habitants posent des questions difficiles, est-ce que l'école qui est à 300 mètres va exploser? Est-ce qu'il y va 1000 camions par jour? Qu'on va détruire les chaussées de la commune? Que l'immobilier va être dévalorisé de 30 ou 40%? C'est normal que quand on dit ça, ça pose des inquiétudes et qu'on n'arrive pas à rassurer les gens parce qu'on a beau leur dire tout ce qu'on veut, les gens ils restent inquiets puisqu'il y a plein de fake news diffusées sur Internet avec des groupes soi-disant de méthanisation, spécialisés dans la méthanisation qui diffusent plein de fake news. Et aujourd'hui, moi je suis juste là pour intervenir, pour partager mon expérience. Et le seul message que je voudrais dire, c'est que par rapport à nous, ça ne nous freine pas trop notre projet, ces choses-là, ça nous contrarie beaucoup. Mais je pense que par rapport à ceux qui nous entourent, et notamment les élus communaux ou de communautés de communes, la vraie question qu'ils nous ont soulevée, c'est de dire, nous en tant qu'élus, on n'a aucun appui pour pouvoir répondre aux concitoyens et aux inquiétudes. Quand on dit aux gens qui critiquent la méthanisation, consultez l'Adréal, puisque c'est eux qui sont quand même les responsables environnementaux chargés par le préfet. Ah oui, mais l'Adréal, ils sont chargés par le préfet, donc ils disent pas la vérité, ils sont corrompus. Et l'Adréal les renvoie vers la Chambre d'agriculture, mais la Chambre d'agriculture dit la même chose que nous, puisque nous on dit la même chose que la Chambre d'agriculture, parce que c'est eux qui ont fait aussi notre étude de faisabilité. Et les élus disent, on n'a aucune source d'information indépendante sur laquelle on pourrait s'appuyer. Et il y a peut-être aujourd'hui France Nature Environnement, mais moi on m'a dit France Nature Environnement, ils sont corrompus par GRDF. Donc c'est difficile à discuter dans ces cas-là. Mais c'est ce qu'on entend tous les jours. Alors je me permets juste un instant Stéphane, mais aujourd'hui effectivement ce sont des messages qui sont portés quand même par un nombre restreint, on va dire, de personnes et des personnes qui systématiquement tiennent ce genre de discours. On va dire qu'une large majorité de la population aujourd'hui, elle est quand même dans peut-être la méconnaissance et que du fait de cette alimentation, alors on peut dire que les uns prennent parti, que les autres prennent parti. Aujourd'hui, il y a besoin d'un espèce d'arbitre, en fait, c'est ça que tu veux dire, pour se dire, ayons une vision claire qui pourrait, par exemple, s'appuyer sur cet outil qu'est le Métascope. On ne l'a pas encore mis en pratique, mais ça pourrait être aussi un bon outil de partage, en fait, sur l'intérêt territorial des projets. Moi, je suis porteur de projet. Je suis un des 100 ou 200 porteurs de projets qu'il y a dans les Hauts-de-France aujourd'hui. J'interviens pas pour mon projet personnellement, j'interviens pour tous les porteurs de projets. On n'est pas forcément des grands communicants et en tout cas, on n'a pas vocation à communiquer pour un développement de la méthanisation en général. Et donc, on se prend, les porteurs de projets comme nous, mais ainsi que les élus des communes sur lesquelles on est, se prennent des attaques qu'ils n'avaient pas souhaitées et qu'ils n'avaient pas envie de recevoir, sans pouvoir vraiment y répondre par des groupes nationaux, alors qui sont très peu nombreux. Je pense que ça ne représente même pas ces activistes-là. Je vous ai dit, c'est 3-4 personnes dans la commune. Je pense que dans la commune, il y a peut-être 10% de vraies personnes inquiètes. Après, il y a des sceptiques et puis après, il y a la grande majorité qui se foutent du projet dans le sens où ils savent qu'il y a un projet écologique et puis ça va bien se passer, etc. Et c'est sur ces 5% d'inquiets et sur ces 3-4 personnes meneuses, c'est en fait elles qui communiquent à fond sur les réseaux sociaux. Ils publient tous les jours des fake news sur les réseaux sociaux de la commune, des communautés de communes, des communes aux alentours, et ils n'arrêtent pas. C'est des vrais activistes. Alors eux se prétendent écologistes. Moi je pense que c'est plutôt nous les écologistes, mais bon, là aussi on peut pas se faire entendre de ce côté-là puisqu'on est des porteurs de projets. Mais voilà, aujourd'hui je dirais que c'est compliqué pour nous, porteurs de projets, de répondre à ces attaques-là parce qu'on n'est pas formés pour, puis on n'a pas les outils pour, et c'est aussi très compliqué pour un élu d'y répondre. Parce que ils se sentent tout seuls, quoi. Ils se sentent tout seuls et il ne peut pas se rattacher à nous parce que nous on est les méchants par rapport aux opposants. Et
il n'y avait personne sur qui se rapprocher. Aujourd'hui, avec le Métascope et France Nature Environnement, je pense que c'est vraiment une grosse source d'attache. Et je pense qu'aussi avec le CERN, on va travailler notamment avec des médiateurs. Et là, on va en rediscuter après la réunion. Mais c'est aussi l'objet d'une journée comme aujourd'hui. Ça permet à tout le monde de se rencontrer pour pouvoir parler de différentes problématiques, thématiques qui sont autour de la méthanisation, et c'est vraiment la volonté qui est dans cette journée d'échange autour des projets, quels qu'ils soient, de la méthanisation en général, mais comme on le disait, chaque projet est spécifique à son territoire, j'ai même envie de dire presque à son terroir, donc d'où l'importance de vraiment agir au cas par cas. Néanmoins, je pense qu'il y a un fil conducteur que les exploitants ou les porteurs de projets doivent avoir. Et là, je vais peut-être laisser Guilain intervenir sur le sujet par rapport à tout ce qui peut être, comment dire, il y a les savoir-faire, mais il y a aussi les savoir-être par rapport à tout ce qui peut être mise en bascule de certains projets et attitudes peut-être à avoir aussi vis-à-vis, comme le disait Stéphane, vis-à-vis des fake news, des informations et surtout de la désinformation qui peut aussi y avoir autour des projets. Oui, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on assiste à beaucoup d'agitation depuis 1 an ou 2, surtout autour de ces nouveaux projets qu'on connaissait peut-être peu en France, qui pourtant existent dans beaucoup de pays, où ça se passe plutôt bien, en tout cas quand alors il y a toujours, comme on dit, des mauvais gestionnaires, vous avez toujours on va dire le canard boiteux ou la brebis galeuse. C'est souvent celui-là qu'on va montrer du doigt. Voilà, et c'est mettre souvent celui-là en effet que les médias montrent du doigt, ou que les associations qui sont contre montrent du doigt. Donnant l'impression avec les chaînes d'infos, il faut dire ce qui est 24 heures sur 24 en continu, que finalement rien ne va dans la méthanisation, ou rien ne va dans l'éolien, ou rien ne va dans, j'ai envie de dire, les anti-tout, j'appelle ça. Alors face à ça, à cette agitation et à tous les reportages finalement qui ont lieu à la télé, le Conseil économique, social et environnemental, qui est une instance apolitique, qui est finalement la seule instance qui regroupe d'ailleurs les représentants des consommateurs, des familles rurales, des représentants de l'environnement, des experts, et qui a une capacité d'auditionner des experts indépendants. Donc, ils se sont saisis de ce sujet sur les énergies vertes en général, et notamment pour connaître quelle était l'acceptabilité sociétale ou pas de ces projets-là. Donc, on a déjà auditionné pas mal de monde, on auditionne des projets de toutes parts, en injection directe, comme c'est le cas visiblement à Monchecourt, en cogénération, voilà, tout type de projet. Quels que soient les types d'intrants, puisqu'il peut exister 100% végétal, moitié élevage, moitié végétal, bon voilà. Donc pour regarder quels sont les avantages et les inconvénients, et tout simplement, l'objectif du Conseil économique, social et environnemental, c'est de dire est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà, soyons clairs, c'est ce qu'on souhaite tous savoir. Et ce qu'un habitant, moi si j'avais une méthanisation qui se construisait à côté de moi, ce que je voudrais savoir c'est ça. Donc, alors, on a déjà bien entamé le travail, et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de désinformation. Stéphane Brabant a appelé ça les fake news, que même quand il y a eu, ça n'a pas toujours été le cas dans tous les projets, mais que même quand il y a un espace de dialogue qui est mis en place, qui est différent d'une communication, le CERD l'a rappelé, communication c'est bien, mais après il faut dialoguer sur le long terme. Donc même quand ces deux choses ont été mises en place, un petit grain de sable, un tract ou d'un seul coup un média qui vient interviewer une association environnementale, d'un seul coup vous allez entendre ou voir sur des tracts. Je me permets une association environnementale qui porte un message contre, parce que toutes les associations environnementales n'ont pas le même positionnement vis-à-vis de la méthanisation. Autant pour moi, oui. Voilà, je me permets de repréciser parce que dans le paysage, on se dit ah bah oui, associations, ils sont contre. Ah non, les associations environnementales, d'ailleurs France Nature Environnement l'a montré. Il y en a des contre, et il y en a qui aujourd'hui ne savent pas se positionner. Et encore une fois, c'est un peu l'objet. Une association qui serait contre ou qui serait mal informée aussi, parce que c'est le cas. Je pense que les associations, les habitants ou les élus de nos territoires, c'est logique, ne sont pas forcément suffisamment informés sur ce qui est vrai et faux. Donc c'est très facile en partant de là, pour quelqu'un qui vient mettre un tract qui soit anonyme ou pas d'ailleurs, dans une boîte aux lettres, de dire votre maison, j'en sais rien, votre maison va être dévaluée de 50%, ne croyez pas les porteurs de projets, ils vous ont menti, ça va exploser, enfin voilà, toutes sortes de choses qui sont légitimes, qui sont légitimes pour les habitants. Voilà, ne sachant pas ce qui est vrai et faux,
voilà, on laisse finalement un biais pour ça. Donc nous, notre rôle va être de savoir justement et de dire oui, c'est vrai, non, c'est faux. Et je pense qu'il manque en effet dans notre région un organisme indépendant, mais un organisme tout simplement qui puisse répondre aux élus. Alors voilà, je pense que ça peut être le CERD, ça peut être les chambres consulaires, hein. Les chambres d'agriculture dépendent de l'État, donc elles ne vont pas mentir sur des projets, c'est pas leur intérêt. Ça peut être la DREAL. Bon, le problème c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde un petit peu se rejette la balle en disant non, c'est pas à moi de répondre aux élus, voilà. En fait, la problématique, si je peux me permettre, est-ce que c'est pas aussi qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués là-dedans, qui sont plutôt aussi promoteurs de la méthanisation, qui ont un discours qui est plutôt cohérent par rapport aux questions qui peuvent se poser sur la méthanisation, et que la problématique, elle n'est pas forcément au niveau des émetteurs, mais aussi au niveau des récepteurs, enfin en tout cas de certains d'entre eux. J'entends par là, est-ce que quelquefois on a beau porter des discours qui sont concordants, la difficulté c'est de se faire entendre malgré tout parce qu'il y a une certaine remise en question en fait, de ces instances parce que comme vous le disiez tout à l'heure, si c'est la Chambre d'agriculture, si c'est GRDF, voilà, toutes ces personnes racontent la même chose mais voilà, ils le font tous parce que c'est leur intérêt, etc. Et il n'y a pas ce côté très objectif. Alors, en effet, ce qu'on entend, puisqu'on l'a auditionné des personnes également qui sont contre la méthanisation ou qui disent nous, la méthanisation, on n'est pas forcément contre, hein, mais voilà ce qu'on pense, ça va, je l'ai dit, hein, ça, y a des risques, ceci, cela. Donc, on leur a demandé, et en effet, je pense qu'en effet, ces personnes-là n'ont pas eu l'information et surtout il manque des faits, des informations factuelles. C'est-à-dire que finalement, face à quelqu'un qui vous dit ma maison risque de dévaluer ou ça va exploser, de l'autre côté, les porteurs de projets ou la chambre d'agriculture répondent mais non, ça ne va pas exploser, non, votre maison ne va pas être dévaluée. Mais il manque des preuves des deux côtés. On oublie de dire pourquoi ça ne va pas être dévalué, pourquoi ça ne va pas exploser. Donc moi je peux comprendre des élus qui se sentent complètement désemparés. Je veux dire, qui croire en fait. Et c'est simple, alors finalement, nous, on a fait ce travail-là, on est en train de le terminer au niveau du Conseil économique et social, et j'en terminerai là-dessus. Les risques d'explosion, non, il n'y en a pas, parce qu'en fait, c'est d'un milieu anaérobie. Pour qu'il y ait explosion, il faut qu'il y ait tout simplement de l'air. C'est comme une panse de vache, en fait, la méthanisation. Ça fermente, ça part, et c'est il y a très peu de pression, en fait, dans un méthaniseur, je crois que c'est infime. La pression, elle est bien inférieure à 1 bar. Vous imaginez, elle est à 0,001. Après, est-ce que ça va être dévalué, les maisons? On entend beaucoup cet argument fleurir, d'ailleurs, dans beaucoup de projets industriels, pas qu'agricoles, pas que méthanisation. Eh bien non, parce que les études sont d'ailleurs faites, hein. Elles sont disponibles, en général, les études sont même disponibles, ce qui est ça qui est incroyable, sur Internet et même en appelant tout simplement des organismes spécialisés. L'étude montre que sur 5 ans, depuis qu'il y a des projets de méthanisation, quels que soient les départements en France qui ont eu lieu, le prix des maisons n'a pas été dévalué d'1 seul euro. Il a même continué à augmenter. Donc en fait, mais il nous faut en effet peut-être une plaquette pour répondre aux élus, aux habitants qui s'inquiètent sur ces sujets-là. Et les odeurs, j'ai envie de dire, voilà, après il y a les questions des odeurs. Mais oui, quand on bouge un tas de fumier, mais juste au moment où on le bouge, forcément ça fait des odeurs, mais ça fait des odeurs sur 50 mètres autour du tas de fumier, pas sur des centaines de mètres. Et juste à un petit moment de la journée, quelques minutes où on va juste prendre un godet. Donc, tous ces arguments-là, en effet, je pense qu'il y a, j'ai entendu, c'est fantasmé. Quelqu'un à qui on dit il va y avoir une unité de méthanisation à côté de chez vous croit qu'on va apporter Gravelines, la centrale de Gravelines à côté de chez lui. Bon, voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire et on essaiera d'apporter, le Conseil économique et social et environnemental essaiera d'apporter à l'avenir, que ce soit aux élus ou aux chambres d'agriculture et autres instances, des infos factuelles. Marie, tu souhaitais réagir peut-être par rapport à l'intervention de Guilin ? Du coup, pour décrypter l'expérience de M. Brabant, en gros, j'ai pu parler de dialogue, parce que quand on dit dialogue, on pense que c'est parler, et j'ai bien dit que à la limite, c'est même pas parler, c'est plus écouter. Quand on a, et ce que j'expliquais au début, sur les fantasmes, etc.,
Si on se retrouve dans une situation, même si on a amené un dialogue, même si on a vraiment, vous avez mobilisé la population, enfin, c'était génial. Mais c'est toujours sensible, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à redéclencher, enfin voilà, à l'extérieur, des structures peuvent redéclencher les fantasmes. Donc j'ai entendu ça redéclenché des fantasmes. Donc il faut travailler là-dessus. J'ai entendu aussi l'effet ping-pong, c'est que d'un seul coup vous êtes retrouvés avec des gens qui étaient pour, contre, donc voilà, effet ping-pong. Et puis du coup, perte de confiance en vous, perte de ce climat de confiance. Donc sans parler de dialogue, quand on décrypte ça, on se dit, en gros, parce que la confiance, si vous travaillez dans une entreprise privée ou autre, quand vous avez des partenaires, la confiance c'est au quotidien qu'il faut c'est tout, c'est comme ça. Et là on sent qu'il faut retravailler cette confiance. Donc ça c'était le premier point que je constatais. Ensuite, j'insiste sur la notion de territoire. Sur le dialogue territorial, il y a des cadres. Et quand on échange, quand on fait un espace de dialogue, on invite les personnes qui vont être concernées, impactées par le projet. Donc ça veut dire que dans l'espace de dialogue, n'importe lequel, il ne peut pas y avoir d'association nationale. Parce qu'elles ne sont pas concernées. La personne qui habite Paris n'a rien à voir avec le projet de méthanisation qui va se passer chez vous. Donc voilà, c'est mettre un cadre. Non, on ne discute qu'avec les personnes qui vont être concernées par le projet. Et donc on va co-construire ce projet avec ces personnes-là parce qu'elles vont être au quotidien concernées par ce projet, attentives, échanger, etc. Et c'est pour ça que je voulais en venir aussi à cette question. C'est un projet de territoire. Et je pense que c'est ça, peut-être cette posture à avoir de se dire qu'un projet de méthanisation, c'est un projet de territoire pour plusieurs sens. Et c'est peut-être ça que vous n'avez jamais exprimé. C'est que, je donne un exemple, j'ai vu qu'il y avait un conseil municipal qui était contre un projet de méta et dans une démarche de médiation, les agriculteurs se sont exprimés devant le conseil municipal et puis voilà, c'était... c'est pas pour contre, chacun expliquait ses inquiétudes par rapport au projet, les agriculteurs expliquaient pourquoi ils faisaient ce projet. À un moment, il y a un jeune agriculteur qui a dit « mais moi je fais ce projet parce que c'est mon avenir, c'est grâce à la méta que je vais continuer à être agriculteur, c'est grâce à la méthanisation que je vais pouvoir rester dans ce village et faire mon activité. » À partir de là, la majorité, pratiquement, le conseil municipal a changé d'esprit. L'état d'esprit a complètement changé parce qu'à un moment, ils n'ont pas vu un projet de méthanisation, ils ont vu un projet de territoire par un acteur qui habite le territoire et qui va travailler dans ce territoire. Si à un moment, vous n'avez pas créé les conditions pour que votre projet soit identifié de cette manière-là, en fait, vous allez toujours revenir à l'effet ping-pong. Et ça se crée dans des espaces de dialogue qui sont organisés. Quand vous parlez d'espace de dialogue, un espace de dialogue, vous avez des élus, vous avez des gens qui sont contre le projet autour de la table, vous avez le boucher du coin qui ne donne pas son avis, vous avez 8-10 personnes comme ça autour de la table qui vont échanger constamment. Et vous faites un rendu régulier aux habitants sur ce qui se passe, sur ce qui a été discuté, de sorte que demain, ça s'est installé, donc vous avez un climat de confiance, les habitants savent qu'il se passe ça, que des sujets importants sur les odeurs sont discutés, ou d'autres sujets sur les camions. Quand vous avez écrit dans cet espace de dialogue qu'il n'y aura que 3 camions, une association extérieure qui vient et qui dit qu'il y en a 100, c'est plus viable, elle ne peut pas dire ça. Vous l'avez écrit, vous l'avez négocié, vous l'avez parlé, vous avez étudié Et c'est ça, une fois que ça s'est installé, une entreprise, une association qui vient de l'extérieur et émet des tracts, elle va peut-être bouger 10-20 habitants. Mais la majorité va se dire, l'agriculteur, où ils vont venir vous revoir, est-ce que c'est vrai? Voilà, c'est ça, c'est maintenir ce climat de confiance qui fait qu'à un moment, tout le monde a confiance en votre parole parce qu'elle a été installée d'une certaine manière dans un contexte... voilà. C'était juste pour décrypter ça. Moi, j'aurais encore d'autres choses à dire, mais... Marie, juste tout à l'heure, aussi tu parlais, on discutait un petit peu en amont de cet atelier et tu évoquais aussi peut-être l'importance aussi de formaliser en fait point par point. Alors peut-être que j'ai pas entendu parce que je t'avoue que j'ai quelques difficultés d'écoute là pour le coup, mais tu parlais justement de cette importance de formaliser à différentes étapes les points d'avancement du projet vis-à-vis en fait de ce qui a été convenu avec le territoire pour mettre des jalons et ne plus avoir à revenir en arrière quelque part pour évoquer ces points-là, c'est ça ? C'est ça. Le fait de formaliser, de dire qu'à un moment, il a été discuté le nombre de camions, par exemple, il a été discuté, là, dans un espace de dialogue, ils ont
vraiment discuter la question de l'odeur. L'odeur, ce sera à quel moment? Est-ce qu'il y a une technique qui permet de réduire les odeurs? Et puis à un moment, en discutant, on se rend compte qu'il n'y a pas plus d'odeur parce qu'avant, il y avait il y avait du fumier, il y avait déjà. Et donc, une fois que c'est écrit et rendu compte, formalisé, mis dans le journal de la commune, c'est plus difficile de revenir dessus parce que vous avez donné votre parole quelque part dans l'écrit. Oui, ou d'envoyer des fantasmes qui font dire que, puisque de toute façon, ça aura été traité en amont aussi. De dire, il y aura 1000 camions. Ben non, on l'a vu à la dernière réunion, il n'y aura que 3 camions par jour. C'est plus facile à dire, je vous l'ai déjà dit, de s'appuyer aussi là-dessus. Juste une petite précision justement sur ce suivi. Il y a la commune qui nous a proposé au mois d'octobre de mettre en place un comité de suivi. Donc je les attends pour mettre en place ce comité de suivi avec quelques personnes justement et puis qu'on puisse démarrer ce travail-là. Et c'est vrai que c'est la commune qui a proposé ça et on a dit qu'on n'était pas du tout opposé à ce comité. Ce sera peut-être la bonne suite à donner à notre projet. Oui, je voulais simplement dire aussi que au sein de France Nature Environnement, donc on est aussi du territorial, mais on est aussi des bénévoles. Il y a pas, s'il y a quelques salariés, c'est là-haut à Paris, comme on dit, mais qui sont dans les différents réseaux, parce que pour réaliser des documents comme ça, il faut qu'on interpelle les parties prenantes. Et c'est un gros travail d'échange pour affiner nos positions en la matière, en étant extrêmement exigeant par rapport aux parties prenantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas raconter n'importe quoi pour satisfaire un ego quelconque. Le projet, c'est de dire, voilà comment ça doit se passer, on est à l'écoute, mais il y a des règles du jeu, il faut les observer. Donc voilà le pourquoi du comment. On prend notre bâton de pèlerin, je dirais pour répondre à vous, Monsieur Brabant, il est évident qu'il y a pire sourd qui ne veut entendre. Parce qu'on sait très bien que 1, 2, 3, 4 personnes peuvent polluer complètement l'environnement. Et après, comment remonter le cours d'eau? C'est là la bonne question. Je voulais juste intervenir en vous remerciant, vous, France Nature Environnement, parce que, en effet, moi je pense que ce que vous avez mis en place, le Métascope, qui est disponible visiblement sur votre stand, est un bon outil qui manquait dans la région. Pour les élus, pour les habitants aussi, pour toute association, à mon avis, qui se pose des questions sur la méthanisation. C'est vraiment visiblement, je l'ai feuilleté, ça a l'air d'être un outil, pour moi, relativement fiable et indépendant. Donc merci pour ça. Comme quoi, voilà, agriculture et environnement, c'est pas opposé. Hier soir, j'ai eu un appel du vice-président environnement de la région Bretagne, parce que j'ai aussi un pied là-bas. Il m'a dit, Thierry, ça serait bien de venir chez nous, parce qu'on connaît nos Bretons. Il faut essayer d'avancer. Donc voilà, je lui ai dit, écoute, pas de souci. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être quelques questions dans l'auditoire, j'allais dire dans la salle, mais ce n'en est pas vraiment une. Donc nous sommes à votre écoute. Gilbert Métayer, issu du monde agricole et de l'agriculture, partenaire individuel d'un projet de méthanisation. Suite à votre intervention que j'ai bien enregistrée, est-ce que ce n'est pas un problème général au niveau aujourd'hui de l'agriculture qui se pose? Puisque la méthanisation c'est une chose, mais l'emploi des produits phytosanitaires, la viande, tout un ensemble de choses qui gravitent tout autour de l'agriculture à l'heure actuelle est un problème. Aujourd'hui, quand vous allez pendre, vous allez faire des traitements au niveau des cultures, vous mettez une combinaison, quelle que soit la couleur, tout de suite vous êtes fusillé du monde qui vous entoure. Ma question c'est comment par rapport à des activistes aujourd'hui, parce que c'est ça, vous avez fait un maximum pour l'information, comment arriver à contrer ces activistes, parce que vous l'avez là pour la méthanisation, mais on l'a dans la viande et ainsi de suite. Qu'est-ce qui aurait lieu de faire? Je ne sais pas s'il y a des partenaires à côté qui peuvent apporter des réponses ou apporter des éléments, mais par rapport à ces activistes-là, où vraiment on ne peut pas faire grand-chose vraiment à votre niveau. Moi, je vais répondre juste à mon niveau d'agriculteur, c'est que là, individuellement, on ne peut que communiquer sur ce qu'on fait sur nos exploitations et expliquer qu'on le fait bien et qu'on essaye déjà de respecter toutes les règles
qui nous sont fixés, mais qu'en plus de ça, on essaye de faire pour produire des bons produits, bien entretenir les sols, etc. Après, la communication en termes national, etc., moi, je ne suis pas du tout compétent sur ce sujet-là. Mais il y a un vrai travail de communication. Mais là, moi, je ne peux pas y répondre. Peut-être, madame... Je pense que j'ai eu des coups de fil comme ça de territoires qui me disaient j'ai un problème sur la méthanisation, et quand elle me racontait le problème, en fait c'était pas la méthanisation qui posait problème, c'était le monde agricole avec les néo-ruraux. Et donc voilà, c'était effectivement le premier problème. Et du coup, moi je me dis qu'aujourd'hui le monde, l'agriculture devrait être dans la collectivité locale, qu'on ait un échange, voilà, une sorte de débat. Alors pour le coup, là, je peux dire pas débat, débat d'information, d'échange sur qu'est-ce que l'activité agricole. En fait, vous souffrez que votre métier n'est pas connu, qu'on sait pas ce que c'est. Je suppose qu'on vient vous voir en vous disant, faites des circuits courts, c'est mieux. Non, c'est pas ça. Et donc, il faut amener à ce qu'il y ait avoir des occasions pour que les habitants échangent avec le métier agricole, sa difficulté, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le métier agricole, quelles sont les sources de revenus, les difficultés par rapport à voilà, les chaînes de valeur économiques qui sont de plus en plus basses pour l'agriculteur. Enfin voilà, des choses comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut remettre le métier agricole comme un métier comprendre ses difficultés et sa place dans une commune en tout cas aussi. Voilà. Merci. Donc José Meunier, je suis un élu d'une ville de 3300 habitants. Je ne suis pas inquiet pour Monsieur Brabant. Ça va très bien se passer. À part que vous êtes encore un peu en souffrance, dirais-je, en souffrance du manque. Je vais quand même prendre le mot communication. Vous êtes quand même un peu encore en souffrance des années 60 où les agriculteurs ne communiquaient pas. Hein. Donc vous avez encore cette souffrance qui vous traîne en fait, hein. Mais ça va très bien se passer. Et je dirais que chez nous, c'est pareil, il y a un gros projet qui se monte, ça se passe relativement bien, il n'y a pas de souci. Mais il faut communiquer, moi j'insiste, il faut communiquer, il faut pas attendre le coup de poing, il faut aller devant, hein. Il faut faire ce que vous faites. Hein. Il y a 40 ans, on avait une petite fenêtre de communication, hein, avec les agriculteurs, une très petite fenêtre. Hein. Donc maintenant, on a une très grande fenêtre de communication. Et c'est d'autant mieux parce que ça facilite le dialogue des deux côtés. Hein. Et puis au moins, voilà, faut se parler, il faut se dire les choses. Donc moi, je suis pas inquiet pour vous. Au niveau national, on est en relation avec quelqu'un que certains connaissent, Christiane Lambert, avec le DJ Guillaume, pour permettre justement de réfléchir par rapport à la problématique phytosanitaire. On n'est pas sorti quelque part, mais l'important c'est d'échanger. Je rejoins ce que vous dites, monsieur, parce que c'est une grande difficulté, parce qu'il y a des positions très radicales et il faut essayer d'en sortir. Après, moi je suis en relation avec le président de la FRSEA Nord-Pas-de-Calais, M. Durlin, pour ceux qui connaissent, et il réfléchit à une charte de concertation à laquelle je ne pourrais pas adhérer parce que les orientations de fond ne conviennent pas au monde associatif, pas qu'associatif. Donc, mais on va avancer et c'est ça l'objectif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Comment on n'empêcherait pas d'utiliser Facebook et de lancer une contre-attaque contre un projet? Ben oui, il faut essayer que ça s'étouffe un peu, mais c'est comme ça. Et puis comme je disais tout à l'heure, les élections à venir ne sont pas propices à la rationalité, au bon raisonnement. Donc communiquer, faire une réunion publique dans ces temps accrus, c'est pas facile. Parfois il faut essayer de regarder autrement. Et le CERD est bien impliqué en la matière. Y a-t-il d'autres questions? Heureusement qu'on n'a pas de salle. Hein.
Barthélémy Errand, société Explain. Donc en 2 mots, nous on accompagne les porteurs de projets agricoles et industriels en déployant des campagnes de porte-à-porte exhaustives. Donc le but c'est de toucher l'ensemble des riverains, ce qui a le double avantage de pouvoir à la fois déconstruire ces idées reçues dont vous avez parlé, en contact direct sur le pas de la porte, et aussi de pouvoir échanger avec les riverains, être à l'écoute et pouvoir, à l'issue de notre intervention, quantifier l'ensemble de l'opinion et de cette majorité silencieuse qu'on entend assez peu. Vous avez parlé de 5 à 10% d'opposants. C'est vrai que sur l'ensemble de nos interventions, c'est ce qu'on constate. Et en fait, c'est cette majorité silencieuse qui n'a pas forcément d'intérêt pour le projet ou pense que c'est une bonne chose dans l'absolu, jusqu'à l'approche de l'enquête publique, de la consultation publique. On peut avoir des manifestations très virulentes, parfois d'opposants, et qui peuvent faire basculer cette majorité. Et après, l'opinion des élus. Donc je voulais savoir, plus particulièrement sur votre territoire, vous avez parlé de 100 à 200 porteurs de projets. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit ? Est-ce qu'on est plus sur une mouvance de il faut communiquer, il faut s'ouvrir avec un contact direct ? Ou est-ce qu'il y a encore un certain nombre de porteurs de projets qui veulent avancer masqués, ce qui peut se comprendre, puisque comme vous l'avez dit au tout début de l'intervention, en soi, ils n'ont pas forcément de compte à rendre. Voilà, merci beaucoup. Je peux me permettre de répondre quand on a travaillé. Alors effectivement, nous on appelle ça le ventre mou. C'est pour ça que formaliser les démarches, ça permet au ventre mou, ces majorités silencieuses, de savoir qu'il se passe quelque chose, une négociation, et d'être donc en confiance avec ce qui se passe avec l'agriculteur. Et effectivement, l'une des plus grandes difficultés que nous on rencontre, c'est que les agriculteurs, comme je disais au départ, ne sont pas obligés de parler de leur projet. C'est un projet privé. Et en fait, ils ont peur. Alors, je laisserai M. Brabant en parler parce que c'était peut-être pas le cas, mais ils ont peur. Ils se disent, si j'en parle, je vais avoir des opposants. Et nous, on essaie de leur expliquer qu'il faut en parler le plus vite possible pour avoir justement cette réalité la moins fantasmée possible. Parce que de toute façon, à un moment, il y aura l'information qui sortira et il y aura des opposants. Mais là, on n'arrivera plus à créer cette relation de confiance. Mais c'est très dur. Moi, je comprends les agriculteurs, c'est vraiment très dur pour eux. Ils ont l'impression de prendre un risque s'ils font de la transparence. Et c'est sur ça qu'il faut travailler le plus avec eux. Voilà. D'autres réactions peut-être sur le côté masqué, je pense que c'était un peu la politique d'il y a encore 4-5 ans. Après, suite aux grandes attaques qui sont apparues et aux fameux groupes anti-méthanisation qui sont apparus, je pense que la plupart des porteurs de projets se sont rendus compte que leurs collègues s'en sortaient mieux en communiquant qu'en masquant tout. Et c'est un peu, comme disait monsieur, pour l'agriculture, il faut communiquer, même en traitement phyto, il faut expliquer pourquoi on sort notre pulvé. Hein. Des fois c'est pour nourrir la plante, des fois c'est pour la soigner, des fois c'est pour désherber, mais quand on demande aux gens venez désherber à la binette, ils vont pas venir le faire. Donc voilà, il faut communiquer autour de nos projets, ça je pense qu'aujourd'hui on le voit bien, hein. C'est pour ça que ce type de salon est organisé. Après, c'est difficile pour un agriculteur de communiquer. On est plus ou moins capable de communiquer et puis on a aussi plus ou moins les bonnes techniques. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment appuyé et que tous les projets qui démarrent doivent être appuyés et que même nous qui sommes en cours de projet et puis après en phase d'activité, il faut qu'on soit capable de communiquer sur ce qu'on fait. On fait déjà au niveau de nos exploitations avec les portes ouvertes, mais il faudra faire la même chose sur le projet Méta. Et oui, on a besoin d'aide parce qu'on n'est pas des spécialistes de la communication, ça c'est évident. Hein. Y a-t-il d'autres questions, remarques éventuelles qui resteraient en suspens? Profitez-en, j'ai envie de dire, si vous avez des questions spécifiques sur le sujet. Monsieur ? Personnellement, j'étais pharmacien. Et la pharmacie, il y a un ordonnancier pour les matières toxiques. Si on n'est pas d'accord avec le pharmacien, on peut toujours voir l'inspection en pharmacie. Alors, au niveau des méthanisations, quelles sont les alertes de désordre de la méthanisation? C'est le même que les produits chimiques en agriculture. On n'est pas obligé d'aller voir les cahiers de l'agriculteur, mais on peut avoir un recours pour interroger quelqu'un sur la commune ou la commune voisine. Je ne sais pas. Dans le document qui sera à disposition, il est prévu des contrôles a posteriori pour permettre justement de qualifier. Parce que nous, on a la problématique, par exemple, des intrants, et on sait très bien que ces intrants ne doivent pas être traités. Vous voyez, c'est un élément qui est indiqué.
parce qu'on va la retrouver au niveau du digestat et on va avoir cette problématique qui va se répercuter. Donc il est évident qu'il faut réfléchir au meilleur moyen d'apporter des contrôles nécessaires sur cette démarche, pour vous répondre. Et à côté de ça, il y a tous les organismes de l'État qui nous donnent les autorisations d'exploiter, mais qui contrôlent en permanence, c'est-à-dire la DDTM et l'ADREAL, qui est directement l'organisme de contrôle du préfet, hein, qui émettent des contrôles permanents sur l'activité quand on est en exploitation. Oui, j'ajouterais aussi que effectivement, ce sont des projets privés, mais qui font aussi l'objet de contrôles réguliers de la part de tous les organismes qui sont en droit de faire ces contrôles. Ne serait-ce même, là je vais parler côté gaz, au niveau de tout ce qui est injection dans nos réseaux, c'est pareil, c'est aussi le gaz est contrôlé de manière à être conforme pour être injecté. Donc vous n'êtes pas laissé seul dans la nature à ce sujet-là et vous êtes régulièrement contrôlé et soumis à diverses réglementations qui doivent être appliquées et bien entendu, comme toute activité agricole, vous y êtes soumis au même titre. Et je voudrais rappeler que la France, justement, sur le sujet des réglementations environnementales, il faut souvent le rappeler malheureusement, même si les gens croient que c'est l'inverse, est le premier pays au monde à avoir des normes les plus strictes au niveau environnemental, que ce soit pour l'alimentation ou pour la production d'énergie. Je le redis parce qu'on oublie de le dire, on croit que c'est l'inverse, on croit qu'on mange moins bien qu'avant, que les techniques évoluent pas dans le bon sens, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de la production d'énergie. Or, c'est l'inverse. Et la France a même été, je crois, primée par un journal étranger, The Economist, qu'on peut pas targuer d'être d'être fait lié avec le monde agricole ou autre, comme le pays le plus durable pour plein de choses, pour la qualité de sa production agricole. Après qu'il y ait des choses évidemment à améliorer, évidemment qu'il y en a toujours comme dans chaque domaine, mais on est classé numéro 1 depuis plusieurs années pour la durabilité de notre agriculture et alimentation. Donc c'est quand même, voilà, je pense qu'il faut faire tomber aussi quelques préjugés et en effet mieux expliquer quel est le métier d'agriculteur aujourd'hui, pourquoi il faut protéger les plantes à minima, je dis bien, que ce soit en production biologique ou en production raisonnée, pourquoi la production d'énergie verte est un atout pour les territoires et pour les élus aussi, et pour les habitants, pas qu'un projet privé, en effet, c'est un projet de territoire. Voilà, enfin c'est tout ça à mon avis sur lequel il faut travailler dans le dialogue. Message reçu. Je partage complètement la vision. Je donnerai juste mon petit avis d'animatrice sur le sujet. En tout cas, je vous remercie pour la qualité de vos interventions et pour les éléments d'éclairage que vous avez pu apporter sur ce sujet et sur justement comment traiter les idées reçues liées à la méthanisation. Le sujet est vaste, large. Je pense que vous trouverez aussi pas mal de littérature sur le sujet. Nos intervenants restent dans le salon, enfin du moins j'espère, et sont à votre disposition si vous avez des questions plus spécifiques que vous n'avez pas souhaité évoquer peut-être en plénière. En tout cas, merci à tous de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et surtout de bien prendre tous les renseignements pour que demain ce gaz vert puisse être diffusé largement dans les réseaux de GRDF. Merci à vous et très bonne journée. Au revoir.